Bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence où nous allons vous parler de la feuille de route à suivre pour éviter les erreurs et avancer dans sa vie d'auto-entrepreneur. Donc, je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, une association qui a été fondée en 2009 à la naissance du régime de l'auto-entrepreneur, puisque le président de l'Union des auto-entrepreneurs n'est autre que François Hurel, qui est l'auteur du rapport qui a permis à ce régime d'exister en France. Et je suis accompagnée ce matin, pour cette feuille de route, de Claire Sanchez, qui est également auteure chez Duno comme moi, et qui surtout, Claire est une slasheuse. Elle exerce plusieurs activités professionnelles, elle a plusieurs casquettes, elle est formatrice en informatique, elle est chef à domicile, elle est auteure publiée. Elle a aussi plusieurs identités du coup, plusieurs marques. Elle a la marque C'est plus clair, elle a la marque Pluche et Je suis slasheuse qui est le titre de son livre. Donc Claire, bonjour. Bonjour Monique. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de cette feuille de route. L'idée étant de donner un itinéraire qui va se calquer un peu sur le vôtre. On est très intéressé à retirer de votre expérience, en tout cas, ce que vous pourrez nous en dire. Qu'est-ce qui, pour vous, en fait, comment a commencé l'histoire? Qu'est-ce que vous avez fait comme parcours? Où en êtes-vous? Donc, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, la première que j'aimerais vous poser déjà, c'est la question que tout le monde se pose aussi. Enfin, au départ, c'est quelle est la motivation pour laquelle on choisit d'entreprendre, et notamment sous le régime de l'auto-entrepreneur, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Donc moi, la question, c'est quelles ont été les vôtres motivations? Est-ce que c'est une recherche de sens? Est-ce que c'est une volonté de s'épanouir? Est-ce qu'il y a eu chez vous un besoin de reconversion? Est-ce que vous avez choisi ce régime pour sa simplicité? Voilà, j'aimerais bien en savoir plus. Dites-nous tout. Avec plaisir. Alors moi, le statut d'auto-entrepreneur, je l'ai vécu à son tout début, en 2008, puisque je me suis lancée une première fois en tant qu'auto-entrepreneur, vraiment quand le statut est arrivé en France et c'était pour mon activité de graphiste au départ, parce que je suis graphiste de formation et quand je suis sortie de mon BTS en communication visuelle, j'avais pas assez confiance en moi pour me lancer dans le métier. Mais au bout de 2 ans, après la naissance de ma première fille, j'ai voulu démarrer une activité de freelance et je me suis dit que le statut d'auto-entrepreneur était parfait pour ça, parce que ça me permettait vraiment une certaine liberté, sans avoir les contraintes d'une grosse création d'entreprise, parce que j'avais pas du tout assez confiance en moi pour vraiment créer une société à part entière et tester mon activité. Voilà, c'était vraiment ça, hein, l'idée, c'était de pouvoir rester avec ma fille à la maison, donc avoir une certaine simplicité d'organisation et puis en même temps tester mon activité de graphiste en indépendant. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que malheureusement, j'étais pas prête encore pour me lancer. Mais du coup, la tentative 10 ans plus tard, puisque la deuxième tentative a été faite en 2018, quand vraiment j'ai voulu prendre mon envol sur mon activité de formatrice notamment, après plusieurs années de salariat. Et la deuxième tentative, pour le coup, a été beaucoup plus fructueuse parce que mieux réfléchie, plus construite, avec une plus grande confiance en moi, un syndrome de l'imposteur qui venait un peu moins me titiller. Et du coup, effectivement, ça a permis encore une fois de me lancer sans trop de contraintes, sans pression, parce que c'est vrai que la création d'une entreprise, avec toutes les étapes qui sont censées être effectuées au début, ça peut vraiment mettre la pression. Donc, ça a permis une grande liberté de démarrage, en fait. Et pour répondre à votre question sur la reconversion professionnelle, moi, effectivement, aujourd'hui, je suis slasheuse. Donc, j'ai entamé une reconversion il y a 6 ans maintenant dans la cuisine, parce que j'avais une passion pour la cuisine et j'avais envie d'en faire mon métier. Mais en 2017, quand j'ai vraiment réfléchi à quitter mon poste de salarié chez Apple, j'avais envie de combiner toutes mes passions, tous mes métiers passions du moment, c'est-à-dire le métier de formatrice que j'exerçais depuis 8 ans chez Apple, et en même temps de me lancer dans la cuisine. Donc, il y a eu effectivement plusieurs phases de transition sur plusieurs années, et la reconversion professionnelle s'est faite en partie dans la cuisine, mais sans jamais lâcher ma casquette de formatrice que je faisais depuis plusieurs années chez Apple.
Parfait, merci. Ce que je trouve d'intéressant, c'est le fait que vous ayez cité plusieurs fois la confiance en soi et le fait de se sentir prêt. Et je pense que, enfin, c'est un élément d'importance quand on démarre, quand on se lance, d'avoir à minima préparé son idée et se sentir fort pour la porter. C'est ça. C'est incontournable, hein, parce que On sinon, apprend, voilà, ça fait pchit assez rapidement, hein. c'est ça. Alors, attendez, je vais essayer de. Voilà. Les aléas du direct. Les aléas du direct, voilà. Un slide ne veut pas passer. C'est pas grave. Non, c'est pas ça non plus. Alors, deuxième question que j'aimerais vous poser. J'aimerais parler justement, on parle de cette confiance en soi et derrière la confiance en soi, il y a aussi des peurs. Il y a aussi des peurs à surmonter et une en particulier sur laquelle j'aimerais, que nous concentrions, c'est celle du sujet financier. Parce qu'effectivement, v quelle est votre opinion sur ça? Sur, est-ce que l'on doit mesurer sa prise de risque? Est-ce que, l'importance dès le départ de bien fixer ses prix? Bon là, je connais la réponse, mais j'aimerais votre avis. Et quelles solutions et filets de sécurité vous pouvez, donner, aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est évident que ça fait partie des plus gros freins, pour les nouveaux entrepreneurs et c'était vraiment un des miens, c'est-à-dire de pas se lancer dans le vide, sans avoir prévu, des roues de secours et des matelas de sécurité, derrière. Parce que moi, j'avais déjà 2 enfants quand je me suis lancée en 2018. Donc je ne pouvais pas me permettre de plus avoir assez d'argent pour payer le strict minimum, hein, le loyer et à manger pour toute la famille, même si mon conjoint est toujours salarié, donc on pouvait quand même s'appuyer sur ses revenus, mais je voulais vraiment que mon activité soit rentable rapidement et pas me dire, bon, ben, on verra, on improvise et on verra ce qui se passe. Donc c'est vrai que moi, pour surmonter cette peur, il m'a fallu déterminer un plan d'action très rapidement. J'avais eu comme conseil de mettre plusieurs mois de salaire de côté, ce qui a été effectivement un très bon conseil, hein. On m'avait dit, mets 3 mois de salaire de côté. Moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Histoire vraiment de voir venir et de ne pas avoir ce stress de se dire, OK, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Donc c'est vrai que d'avoir déjà un peu d'épargne et un matelas de sécurité de côté, c'est très important. Au-delà de ça, on a énormément de chance en France d'être accompagné et d'être soutenu. Et moi, je savais que j'allais du coup toucher le chômage au bout d'un certain temps. Donc, je savais aussi que j'allais avoir ce matelas de sécurité-là pendant X temps. Alors, de base, je m'attendais à ce que ce soit seulement 2 ans, mais je me suis vite rendu compte que les indemnités chômage allaient durer plus longtemps puisque j'ai gagné ma vie assez rapidement avec mon activité. Donc, ça prolonge les indemnités chômage d'aussi longtemps dans le temps. Donc, ça, c'était ma deuxième roue de secours, de me dire quand même, tu peux toucher le chômage si jamais il y a un couac. Et puis effectivement, de déterminer une activité qui serait rentable rapidement. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai effectuées quand je me suis lancée. C'est de déterminer, déjà, je voulais créer mon site internet en tout premier lieu. J'ai pas fait le fameux business plan comme la plupart des entrepreneurs font et comme la plupart des organismes vous conseillent. Moi, le business plan, ça me stressait énormément. Donc, j'avais un peu zappé cette étape pour pouvoir quand même avancer. Et pour moi, c'était la création du site internet qui était incontournable. Et du coup, qui dit site internet dit aussi bonne définition de son offre et bonne définition de ses tarifs. Donc, c'est vrai que ça a été, dans les 2 premiers mois, ça a été les premières choses sur lesquelles je me suis concentrée et qui m'ont permis de me dire, OK, là, avec ces tarifs-là, tu peux gagner ta vie correctement. Oui, et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le tout, c'est de savoir, il y a des personnes pour qui les chiffres vont être extrêmement stressants, mais j'aime bien ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait son site internet, c'est pas pour y mettre juste une photo, il faut y mettre une offre et il faut la présenter, il faut la tarifer donc. Et donc en la tarifant, il faut vraiment ne pas omettre cette phase-là qui est de savoir comment, en projetant ses ventes,
comment je vais en vivre en fait. Parce C'est qu'on ça. est d'accord, on fait ça pour en vivre. Et ce que les gens ne comprennent pas très souvent, et les clients notamment, en tout cas certains, c'est que le tarif d'un auto-entrepreneur, il comprend tout. Il comprend toutes nos charges, il comprend tous nos frais. Et du coup, c'est normal qu'on ne gagne pas la totalité du prix annoncé. Ça, il ne faut pas hésiter à le communiquer, hein, aux clients qui râlent un petit peu sur la tarification, et de leur expliquer, parce que très souvent, ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne comprennent pas ça. De leur dire, oui, mais vous savez, moi, dans ce prix-là, tout est compris. Les charges sociales que je vais payer, mon local, tout, tout, tout. Donc en fait, la confiance en soi, la capacité à défendre son prix et puis ne pas oublier ce filet de sécurité à avoir d'une manière ou d'une autre ou de plusieurs manières, mais avoir des options de filet de sécurité financier pour essayer de contraindre un peu cette peur, même s'il y aura toujours des aléas, mais au moins de pouvoir contraindre ça. C'est ça. Merci. Alors nous passons à la question suivante. Au-delà de ce qui va être effectivement fixer ses prix et tout ça, c'est se connaître et se respecter et savourer ses victoires, les toutes premières, mais aussi gérer ses échecs. Parce que ça fait partie de la vie, les échecs. Le mot échec est un mot un peu particulier. Je pense que vous allez nous en dire un peu plus sur ce mot-là d'ailleurs. Mm. Comment savoir ce qui est bon pour soi du coup? Et le moment où on trouve ses premiers clients, c'est un moment super important. Et envisager ces obstacles justement à franchir. Je préfère le mot obstacle que le mot échec, parce qu'il faut réussir à les franchir, mais on réussit ou pas, mais en tout cas, on en fait quelque chose de ces obstacles. Tout à fait. Alors déjà, sur ce qui est bon pour soi, moi, je suis quelqu'un de très intuitive, et qui incite vraiment mon entourage à faire de même. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand ça vous demande plus d'efforts que ça ne devrait, c'est qu'il y a peut-être un chemin à recalibrer, à réorienter. Et très souvent, dans les partenariats que j'ai pu trouver ces 3 dernières années, ou quand je proposais une nouvelle offre et que je voyais que ça ne me convenait pas parce que ça me stressait particulièrement, ou parce que je me sentais pas à l'aise face aux clients, ça, c'est vrai que j'ai tout de suite suivi mon intuition, et je suis vraiment dans une phase de test and learn, c'est-à-dire que je tente des choses, mais si ça va pas, j'ai aucun souci à les redesigner, et à changer immédiatement en fait, hein. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on a tous et toutes les réponses en nous, et il suffit juste de s'écouter et de dire, ok, là je sens qu'il y a quelque chose qui coince, je vais tenter différemment. Et c'est vrai que ça, moi, j'incite tout le monde à suivre son intuition, parce que, encore une fois, on a tous et toutes les réponses en nous, hein. Et puis, on ne fait pas ce saut dans le vide pour se sentir mal derrière. C'est pas le but. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit, hein, depuis 3 ans. C'est, je suis là et je crée quelque chose pour me rendre heureuse. Donc, si je sens qu'un chemin ne me rend pas heureuse, c'est qu'il faut partir dans une autre direction. Et ça, j'incite vraiment tout le monde à être dans cette optique-là. En ce qui concerne la célébration des premières victoires, ça c'est un peu un rituel que j'ai engagé dès le début, parce que je trouvais ça incroyable en fait, hein. Chaque étape franchie, chaque client qui signait un nouveau contrat avec moi, chaque petite victoire, hein. Je n'hésitais pas le soir à revenir avec une petite bouteille de champagne à la maison pour dire à mon conjoint et à ma famille, ça y est, ça j'ai réussi en fait. Même dans les petites victoires, hein, ça pouvait être rien, ça pouvait être un nouveau client, ou un super commentaire sur mes prestations sur Internet. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser très souvent sur ce qui ne marche pas, alors que je pense qu'au contraire, quand on vit une entreprise, une vie entrepreneuriale et une aventure entrepreneuriale, il faut être à l'inverse, il faut se focaliser sur ce qui marche bien. C'est ça qui nous aide à avancer en fait. Et les obstacles, pour faire le lien avec la question suivante, c'est vrai que très rapidement, j'ai considéré que c'était normal. On est entrepreneur, on va tester des choses. C'est normal qu'il y ait des couacs, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme on avait prévu. L'idée, c'est d'un minimum les anticiper, et d'avoir potentiellement toujours un petit plan B. Moi, je suis d'une nature assez pessimiste quand même à la base. Et du coup, je vois souvent
très facilement le scénario catastrophe qui peut arriver. Donc, je lutte contre ce côté pessimiste de ma nature en justement prévoyant une alternative. Ça, c'est un très bon exemple que j'ai pris sur beaucoup de témoignages de grands sportifs. Ils font de la visualisation. Ils anticipent tout ce qui peut mal se passer et comment, du coup, répondre à ce qui se passe mal. Ben, je pense que l'entrepreneur, il doit vraiment être dans cette même dynamique et se dire, OK, si mon plan ne marche pas comme je l'avais prévu, comment je peux me réorienter, comment je peux changer d'état d'esprit. C'est vraiment une agilité à avoir dans sa façon d'être, en fait. Et oui, les échecs, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Donc, pour moi, la gestion de l'échec, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, je trouve, en France. Contrairement peut-être un peu plus aux pays anglo-saxons où eux ont une vision de l'échec différente de la nôtre. Ça, il a fallu que je change de mindset et que j'apprenne à gérer l'échec différemment. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Pépin qui en parle très bien. Il a écrit un livre sur la gestion de l'échec que je conseille à tout le monde et qui nous permet de vraiment se positionner différemment face à l'échec, de se dire que ce n'est qu'une étape dans le processus, en fait, un échec. Et vous l'avez assimilé à un obstacle, c'est vraiment ça. On va sauter par-dessus cet échec, par-dessus cet obstacle pour se réinventer derrière. Donc, on retient Charles Pépin, la gestion de l'échec. Donc, Yes. ça fait partie de la feuille de route, ce livre. Pour vous, ça fait partie de votre feuille de route, mais vous le conseillez dans la feuille de route de tout le monde. C'est un incontournable pour moi. En plus, derrière, il a fait un deuxième livre sur la confiance en soi et les deux en complément, Ah bah voilà. c'est le bonus gagnant. Donc, merci Charles Pépin. C'est ça, un très grand philosophe français. Alors, il y a un autre sujet. Lorsqu'on entreprend, en auto-entrepreneuriat, ou autre, d'ailleurs, statut d'indépendant, mais particulièrement en auto-entrepreneur, on est seul. Alors, moi, j'aime bien dire la solitude plus qu'être seul, mais ceci dit, on travaille seul. On est plutôt seul dans sa définition, même si on est entouré, il faut avoir l'adhésion de sa famille, évidemment, autour de soi, parce qu'on va être très pris par cette auto-entreprise. Donc, à la fois, il faut apprendre à gérer cette solitude et il faut veiller à savoir s'entourer. Les deux doivent fonctionner ensemble, en fait. Alors, ne pas confondre l'autonomie et le travail en solitaire. Être proactif, justement, pour constituer cet équipage. Alors moi, j'aime beaucoup le terme d'équipage, je l'emploie souvent, parce que je dis que quand on démarre, quand on crée quoi que ce soit comme projet, il faut constituer son équipage. Que ça soit un équipage physique avec des personnes, avec des humains, qui vont être des professionnels autour de soi, mais également des solutions, des outils, des livres. Voilà, ça fait partie, c'est un équipage. Pour moi, c'est un ensemble. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et aller aussi, ne pas hésiter, donc on revient sur la confiance en soi, mais ne pas hésiter à aller à la rencontre de réseaux, ouvrir des portes, se présenter, faire connaître son offre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Claire ? C'est évident. Moi, je suis passée d'un statut de salarié dans une entreprise de plus de 250 personnes à toute seule à la maison face à mon ordinateur. Et ça, les freelances le vivent très souvent, quand on passe d'un statut de salarié à auto-entrepreneur à la maison. Et c'est d'une violence. Moi, je ne l'imaginais pas. Je pensais que j'allais très bien le vivre, mais en fait, pas du tout. Parce que vous êtes seul face à vos questions, face à vos problématiques. Et il n'y a plus ce petit café autour d'une table avec les collègues pour dire « Ah, ça s'est mal passé ». Alors oui, vous pouvez en parler à vos conjoints et conjointes à la maison le soir, mais au bout d'un moment, ils en ont marre d'entendre parler de toutes nos problématiques d'entrepreneurs. Donc c'est vrai que moi, je l'ai ressenti très, très vite. Et j'étais persuadée d'être quelqu'un qui n'avait pas cette compétence sociale de se créer un réseau facilement et d'aller au contact des gens, justement. Je pensais que ce serait vraiment un handicap pour moi en tant qu'auto-entrepreneur. Du coup, pour lutter contre ça, je me suis un peu forcée, je suis un peu sortie de ma zone de confort et j'ai cherché autour de moi tous les réseaux d'entrepreneurs justement qui pouvaient exister sur Paris, puisque moi je vis sur Paris. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de formules différentes. Alors oui, il y avait les after-work dont on entend parler, ces apéros après le boulot qui sont très, très populaires. Mais moi, dans ma case famille, ça rentrait pas très bien parce que moi, le soir, je suis plutôt à la maison avec mes filles.
Donc cette formule-là, je l'ai vite éliminée. Je me suis rendu compte qu'il existait aussi des meet-up sur plein de sujets différents, avec une possibilité en plus de se former sur certains sujets. Donc ça, la formule meet-up, je l'ai très vite testée et approuvée. Ce qui me frustrait un peu par contre, c'est qu'il y avait assez peu de meet-up qui se terminaient par des connexions entre les participants. C'était vraiment, vous venez parler d'un sujet avec un intervenant et puis ça s'arrête là. Il y avait assez peu de réseautage qui s'opérait à la fin. J'ai testé aussi la formule BNI. Alors BNI, ce sont des groupes d'entrepreneurs qui, le concept vient des États-Unis à la base et ça a été importé en France. Donc c'est des business women et man qui se regroupent pour faire du business, pour générer du chiffre d'affaires. Cette formule-là m'a bien plu parce qu'il y avait vraiment un état d'esprit de groupe. Les gens se connaissaient avec le temps, on se voyait toutes les semaines. Bon, par contre, pour ceux qui ne sont pas des lève-tôt, c'est un peu compliqué parce que les réunions sont à 7h15 le matin. Donc, voilà, il faut être un lève-tôt. Mais cette formule-là me plaisait assez. Après, elle est assez contraignante parce que du coup, c'est des réunions toutes les semaines. Et puis, avec vraiment un travail de prospection à faire parce qu'il faut recommander toutes les personnes de son groupe. Donc, pas simple à intégrer quand vous démarrez une activité et que vous êtes censé être à 100% là-dessus. Donc c'est pareil, la formule BNI, je l'ai assez vite abandonnée. Et au final, ce qui m'a le plus convenu, c'est de créer moi-même un groupe de parents entrepreneurs sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle les Mumpreneuses et qui sont des mamans surtout, mais des papas aussi entrepreneurs, auto-entrepreneurs souvent, qui veulent se regrouper pour parler de leurs problématiques, trouver des solutions communes parfois aussi, se donner des tips, s'inviter à des événements, se faire passer des informations. Voilà. Donc c'est vraiment un groupe de soutien et ça a été la meilleure formule que j'ai trouvée au démarrage, de créer en fait mon propre groupe qui compte maintenant plus de 300 personnes. Donc on est quand même nombreux à échanger ensemble. Et quand vous disiez être proactif, c'est vraiment ça. Il ne faut pas hésiter carrément à créer son propre groupe d'entrepreneurs parfois. Parfait. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Quand on ne trouve pas chaussure à son pied, il faut le créer. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est ça. Alors, un sujet un peu plus technique, on va dire. Concevoir son organisation quotidienne, justement. Quand on est seul, il faut se mettre un peu de rigueur. Mais en premier lieu, je crois que Claire, vous serez d'accord avec moi, il faut commencer par changer ses habitudes. Il faut s'installer pour soi-même une méthode, le mieux, peu importe quelle qu'elle soit, je crois, mais il faut s'instaurer une méthode et un peu de rigueur. Et puis, je sais qu'il y a une chose à laquelle vous tenez particulièrement qui m'a interpellée, c'est diviser son travail en micro-tâches. Nous vous écoutons. Alors, changer ses habitudes, oui, ça a été une évidence pour moi en tout cas, parce que quand on est salarié d'une grosse entreprise, ce qui était mon cas, moi, mon planning, il était fixé par mon manager. Donc, j'avais quasi zéro liberté sur l'organisation de mon temps de travail. C'était un planning quasi militaire et il fallait le suivre à la lettre. Et ça, du coup, quand je suis devenue auto-entrepreneur, j'étais libre de faire ce que je voulais. Et ce qu'on entend souvent, c'est la problématique de l'entrepreneur qui est à la maison et qui du coup se dit « Oh, mais si je lançais une lessive alors que je suis en train de créer mon site internet hein. ». Donc, on a facilement en fait la possibilité de divaguer et de partir dans tous les sens. Donc, c'est pareil. Assez rapidement, je me suis dit « Ok, il va falloir du coup reproduire ce cadre que tu avais en entreprise pour que les choses soient claires pour toi au jour le jour et que tu saches que de telle heure à telle heure, c'est du temps pour cette tâche-là. Et ensuite, moi, c'est vrai que les rendez-vous avec mes clients ont assez vite pris le pas sur mon planning. Mais quand on est dans une activité, je pense à des activités de webmaster, de développeur ou de community manager qui sont assez libres et assez flexibles sur leur emploi du temps, si vous ne vous mettez pas un cadre très rapidement, ça part dans tous les sens. Donc c'est vrai que fixer ce cadre et fixer son planning, c'est des conseils que je donne tous les jours à des entrepreneurs que j'accompagne. On n'est pas forcément en plus rigoureux naturellement. Moi, je sais que je suis une personne quand même relativement organisée. En étant parent, en plus,
on a des contraintes qui font qu'on est un peu obligé d'être organisé aussi. On a des contraintes liées au temps, notamment. Et du coup, c'est vrai que si vous ne fixez pas des limites, les journées, elles peuvent vite aller de 9 heures à 23 heures le soir. Ça, moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas en plus. Je ne voulais pas empiéter sur ma vie de famille. Donc, je savais que de 9 heures à 18 heures, il fallait que je sois un max efficace et que mon planning il soit vraiment centré là-dessus. Sur la partie des micro-tâches, moi, c'est un conseil que je donne à beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent. Parce que très souvent, on fait l'erreur de concevoir une tâche énorme et qui nous fait peur et qui apparaît comme un Everest à surmonter. Et c'est là où très souvent la procrastination et le syndrome de l'imposteur viennent vous titiller en fait. Je vous donne un exemple très simple. La première erreur que je vois chez les entrepreneurs que j'accompagne généralement, c'est en tâche dans leur to-do list, créer mon site web. On sait très bien que créer un site web, ça ne dure pas 2 heures. Donc, quand on voit ça sur sa to-do list, généralement, ça fait partie des tâches qu'on va repousser au maximum parce qu'elles nous fait peur. On se dit que c'est un truc insurmontable. Alors que si je subdivise cette tâche en OK, je vais d'abord rassembler toutes les photos que je vais utiliser sur mon site internet. Ensuite, je vais écrire mes textes pour ma page d'accueil. Ensuite, je vais lister toutes les choses que je vais mettre dans ma page d'offres. Ben, tout de suite, la vision de votre liste de tâches, elle est beaucoup moins effrayante. Parce qu'on sait étape par étape ce qu'on doit faire. Et du coup, on peut aussi se dire, bon, mais regrouper toutes les photos, ça va me prendre 2 heures. Et ça, je peux le faire tel jour à telle heure. Ben, voilà, il y a une facilité d'exécution qui va être beaucoup plus importante si les tâches paraissent moins grandes, en fait, tout C'est un simplement. très bon conseil, Claire, parce que ça rend les choses faisables. Enfin, C'est j'aime ça. bien votre idée de la montagne insurmontable. Du coup, ça devient des étapes dans cette montagne à gravir. C'est ça. Ça, c'est c'est la micro-tâche. Je trouve que c'est un conseil efficace. C'est un concept, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la culture des petits pas, c'est la méthode Kaizen, et ça existe dans toutes les méthodes de productivité que vous pouvez trouver partout dans le monde. Non, mais j'aime bien les petits pas. Voilà, vous en parlez très bien. Et le fait de diviser l'exemple du site internet est un bon exemple parce que sinon, jamais ça se fait. Ou alors, ça va se faire longtemps, très très longtemps après avoir créé l'activité. Ça arrive très très souvent, croyez-moi, pour un certain nombre. Donc, ça, c'est très bien. Alors, justement, aussi, ce syndrome de l'imposteur dont on a un peu parlé, mais comme ça, et ne jamais cesser d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours. On doit apprendre tous les jours. On n'est jamais détenteur d'une vérité suprême. Et quand on est entrepreneur, on doit apprendre. Donc, comment faire dans toute cette organisation pour prévoir du temps, pour se former lorsqu'on est souvent autodidacte, pour beaucoup d'auto-entrepreneurs, alors pas forcément dans son métier, mais dans sa manière de faire, dans sa manière d'entreprendre, dans sa manière d'être chef d'entreprise. Donc, du coup, il y a des doutes, il y a des passages difficiles. Comment faire et comment assumer? Enfin, vous êtes Claire slasheuse et on va parler de multipotentialité. Qu'est-ce que c'est la multipotentialité? Alors, quelqu'un qui est multipotentiel, c'est une personne qui a plein de talents différents et qui a envie, du coup, de faire vivre sa vie professionnelle autour de ses talents. Moi, c'est vrai que j'ai une passion pour la cuisine depuis la naissance de ma première fille. Et c'est vrai que pendant des années, je me suis dit non, ça sert à rien de se lancer là-dedans. Tu aimes ça pour ton plaisir à côté, mais je savais quelque part que ça allait rentrer dans ma vie professionnelle à un moment donné. Je ne l'ai pas assumé tout de suite. J'ai attendu plusieurs années après avoir passé mon CAP cuisine, mais il fallait que ça sorte à un moment donné. Et c'est ça, en fait. Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui va se dire, j'ai des passions et je veux les faire rentrer dans ma vie pro. Je ne veux pas avoir qu'un seul métier. J'ai plusieurs métiers passions et je veux vraiment les associer les uns aux autres. Moi, je suis graphiste de formation et je ne l'ai jamais été concrètement, ni en agence, ni en freelance, puisque, comme je vous disais, ma première auto-entreprise n'a pas vraiment fonctionné dans cette activité-là. Mais je savais que ce talent-là allait me servir à partir du moment où je me lançais comme auto-entrepreneur. Puisque c'est moi qui ai créé mon logo, c'est moi qui ai créé mon site internet, j'ai créé toute ma charte graphique. Et ce talent-là, du coup, est venu s'intégrer au projet de vie que je lançais en 2018. La cuisine, c'est pareil. C'est peut-être l'activité qui titille le plus mon syndrome de l'imposteur aujourd'hui parce que
j'ai moins d'expérience que mon activité de formatrice. Et du coup, ce manque d'expérience professionnelle me fait dire que je ne suis pas tout à fait prête. Mais du coup, c'est ça qui me pousse aussi à me former en permanence. Euh, et euh, et c'est pas parce que je suis plus à l'aise en formation que je m'endors sur mes lauriers. La formation et mon métier dans la tech me poussent tous les jours à faire des mises à jour de mon savoir et à apprendre de nouvelles choses. Et je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse faire aujourd'hui, surtout dans le monde du travail dans lequel on va vivre dans les 10, 20, 30 prochaines années. Ce sont des métiers qui sont en pleine évolution. Il y a des métiers qui vont disparaître d'ici à 10 ans, liés notamment à la technologie et à l'intelligence artificielle. Et du coup, on ne peut pas en fait se permettre de garder ces compétences de base. Il faut les faire évoluer en permanence. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je me planifie au minimum une demi-journée de formation sur des sujets que je détermine à l'avance pour me dire, OK, cette compétence-là, tu as envie de l'acquérir, eh ben, tu vas le faire. Et du coup, pendant au moins une demi-journée, je sais que je vais me focaliser sur ce sujet. Au mois de mai, je me suis même consacré plus de temps puisque j'ai réservé une journée et demie à suivre des formations en ligne que j'avais payées et réservées dans un centre de formation belge. Voilà, pour apprendre à mieux animer mes formations à distance, les rendre plus ludiques. J'adore les neurosciences et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant dans l'apprentissage. Et je me suis formée sur les neurosciences pendant une demi-journée. Voilà, c'est se nourrir en fait en permanence. Parce que c'est ça aussi qui nourrit votre activité d'entrepreneur derrière. C'est ça qui vous donne de nouvelles idées pour des projets différents. Là, du coup, par rapport à ces deux formations-là, je suis en train de créer des formations en ligne et ça a nourri ce projet-là pour encore l'améliorer. Donc, c'est juste incontournable en fait. Et très souvent, les entrepreneurs font passer à la trappe leur propre formation en se disant j'ai pas le temps. Mais il est incontournable ce temps-là pour vous. Il est indispensable. On ne peut pas passer au-dessus en fait. C'est pas possible. Et ça reprend tout ce qu'on a dit avant, en fait. En fait, il faut vraiment tout mettre, hein, mettre toutes les chances de son côté et évoluer, évoluer, évoluer. C'est ça. Alors, merci Claire. On va peut-être voir si nous avons des questions des personnes. Oula, déjà, nous avons une question. Ça vient vite. Alors, bonjour, merci pour votre témoignage inspirant. Votre activité était rentable au bout de combien de temps, Claire, et avez-vous préparé un business plan? Alors oui, c'est ce que je disais au début de l'intervention, mais la personne n'était peut-être pas là. Je Effectivement. n'ai pas fait de business plan parce que ça a créé des angoisses très très profondes dans le lancement de mon activité. C'était quelque chose sur lequel je me sentais pas du tout légitime et qui aurait bloqué le lancement de mon activité. Donc je n'ai pas fait de business plan. Et mon activité de formation notamment a été rentable en moins d'un an, puisque je crois qu'au bout de 6 mois d'activité, j'avais un revenu qui était assez important pour me permettre de vivre pour le coup. D'où l'importance de bien fixer ses prix. D'où l'importance de bien fixer ses prix. Tout à fait. Alors, une autre question. Comment avez-vous trouvé votre passion pour en faire ensuite votre activité? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir 2 métiers passion, hein, parce que mon métier de formatrice me plaît profondément et ça, je l'ai appris en le découvrant chez Apple et en le faisant, hein, tout simplement. Et la cuisine, elle est arrivée avec la naissance de ma fille, de ma première fille. Donc, c'était un hobby au départ qui est devenu, du coup, un métier au final. Parce que moi, j'ai besoin de vibrer dans mes professions. Donc, voilà, il fallait qu'elle prenne une place dans ma vie. Ça, c'était évident. Alors, il y a Laure qui vous pose une question sur la. Vous avez parlé de votre page Même Preneuse. Donc, elle voudrait Oui. savoir exactement l'intitulé de la page. Alors, c'est les mêmes preneuses. Sur Facebook, c'est vraiment les mêmes preneuses Au au pluriel. pluriel. Oui, c'est ça. Tout attaché, les mêmes preneuses. Voilà, c'est ça. Alors, Laure, toujours, votre intervention est passionnante. Merci beaucoup. Vous conseillez de mettre de côté 6 mois de salaire. Au bout de 6 mois, avez-vous eu des clients? Donc, vous venez juste d'y répondre, mais voilà, c'est Ouais. effectivement le temps. Ça prouve bien, voilà, il faut avoir ce filet de sécurité, on est d'accord. C'est-à-dire que C'est c'est évident. confortable. Ouais, c'est une sécurité déjà pour vous, pour vous lancer de manière sereine et puis psychologiquement, hein, c'est important de se dire je me mets pas en danger. Alors, une question intéressante, comment trouvez-vous vos clients, Claire? Alors, j'ai la chance pour l'instant que mes clients viennent à moi sans que j'ai besoin d'aller faire de la prospection. Donc, j'ai différents canaux, hein. Je me suis inscrite sur des plateformes de référencement qui sont très bien référencées et qui me permettent de gagner en visibilité. J'ai mon site internet qui me permet de gagner de nouveaux clients.
j'ai mes anciens collègues qui me font pas mal de recommandations et mes clients aussi qui me recommandent autour d'eux. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir voilà, différents canaux pour aller les chercher partout. À l'heure actuelle, je m'appuie aussi pas mal sur les réseaux sociaux pour développer ma visibilité et gagner de nouveaux clients grâce à ça, quoi. Je crois que vous avez aussi une belle newsletter assez régulière où il y a un contenu très intéressant. Tout à fait, oui. J'essaye de la faire effectivement mensuelle et ça, c'est directement lié à mon site internet. Alors, avez-vous modifié, Charles demande, avez-vous modifié vos tarifs en cours de route? Oui, tout à fait. J'ai créé une nouvelle formule en fait. Au départ, mes clients ne pouvaient me prendre que des heures individuelles et très rapidement, j'ai développé un abonnement à l'année, j'ai développé des packs d'heures de formation. Donc, ils ont évolué avec le temps et encore aujourd'hui, hein, je pense toujours ma redéfinition de tarifs, notamment sur la différence distanciel-présentiel. Je sais que ça a fait pas mal bouger les prix sur mes prestations, effectivement aussi. J'aime bien ce que vous venez de dire parce qu'effectivement, on n'augmente pas ses prix ou on ne change pas ses prix comme ça de but en blanc, notamment quand on passe à la TVA. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire, de redéfinir et reproposer une nouvelle offre, la repackager, enfin proposer différemment, il y a plein d'astuces pour pouvoir modifier, réintervenir sur ces tarifs quand parfois ils n'étaient pas tout à fait opportuns au départ. C'est ça, c'est ça. Alors, Jean-Christophe demande: «Comment peut-on convaincre un investisseur sans business plan?» Alors, le business plan, il faut quand même avoir un minimum. Alors si effectivement, enfin là je réponds à Jean-Charles, mais vous serez d'accord avec moi, Claire, qu'il faut avoir un document pour convaincre un investisseur, il faut déjà savoir porter son projet, être convaincu soi-même, avoir une confiance en son projet, en son offre, en la clientèle cible que l'on a. Et donc tout ça, ça définit un business plan. Connaître son environnement, sa concurrence, les risques, les opportunités, les menaces. Il faut être capable d'en parler. Il faut être capable de raconter votre projet et de le défendre et de le vendre. Et pour compléter, hein, pour répondre à Jean-Christophe, j'avais la chance de ne pas avoir besoin d'investisseurs pour lancer mon activité. Donc c'est vrai qu'il y a des activités qui sont incontournables là-dessus. Vous allez avoir besoin de demander un prêt à la banque et là, le business plan est incontournable. Mais moi, sur mon activité, comme beaucoup d'activités de freelance, j'avais pas besoin de fonds. Donc le business plan n'était donc pas incontournable. Bah, c'est-à-dire que le mot business plan fait peur. Nous, à l'UAE, on parle beaucoup plus de présentation avant-projet, projet d'entreprise. Voilà, c'est un document, mais c'est surtout pas un document. C'est-à-dire que vous devez les connaître, les chiffres. C'est ça, ouais. Vous devez savoir quel est votre point mort, votre seuil de rentabilité, des petites choses comme ça basiques, mais il faut pouvoir les répondre du tac au tac. Et ça, il faut le savoir. Voilà. Et donc, il faut s'y être penché dessus. On peut le déléguer à quelqu'un, on peut le confier à quelqu'un, mais si on ne s'est pas penché dessus, on ne le vendra pas. Voilà. L'activité est difficilement rentable pour la suite, effectivement, si on n'a pas cette vision-là, en tout cas, c'est sûr. Alors, ne trouvez-vous pas que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, 25%, est très dissuasif? Lequel avez-vous choisi? Alors, je vais juste répondre à la première partie. 25%, alors c'est un régime fiscal et social. N'oublions pas que dans ces 25%, il y a 22% de cotisations sociales qui correspondent à la protection sociale, c'est-à-dire à la sécurité sociale, pour soi et pour l'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité sociale, on cotise et on est soigné à la hauteur de ses besoins et non pas à la hauteur de ce que l'on cotise. Alors, rappelons que c'est un forfait, en fait, on sait ce que l'on paye sur ce que l'on encaisse. Donc dissuasif, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt qu'il est assez attractif et qu'effectivement, lorsque l'on gagne un revenu, on paye dessus des cotisations sociales pour assurer sa protection, à la fois ses soins, à la fois ses indemnités journalières, à la fois sa retraite, etc., etc. Alors, lequel avez-vous choisi? Vous êtes auto-entrepreneur, Claire? Voilà, sur mon activité de formation, je suis auto-entrepreneur. Sur mon activité de traiteur, je suis en SASU, puisqu'on ne peut pas monter 2 auto-entreprises. Donc, il fallait monter effectivement une société sur l'autre activité. Je ne sais pas si je comprends très bien la question effectivement de dissuasif pour les 25%. Moi, ce que je dirais en complément, c'est que pour le coup, je prévois aussi une protection importante sur la santé. Il faut bien se renseigner sur vos mutuelles, sur de la prévoyance éventuellement,
pour compléter vos revenus et vous aider en cas de maladie ou en cas d'accident, préparer sa retraite aussi. C'est des points qui sont très importants à prendre en compte et à réfléchir effectivement quand vous êtes en auto-entrepreneur, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'auto-entrepreneurs n'y pensent pas, mais il faut compléter effectivement par d'autres systèmes. Non, et ça doit être inclus, comme on le disait tout à l'heure, vous le disiez très justement, ça doit être inclus dans ses tarifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son tarif de vente qui doit inclure, lisser à l'année, toutes ces choses, ces briques qui sont importantes au-delà du coût pour produire votre offre, mais également votre temps de repos, également votre sécurité à vous de santé, c'est-à-dire la complémentaire santé, la prévoyance, le complément retraite éventuel, etc. Donc, il faut vraiment le bâtir. En fait, ça se bâtit, c'est une stratégie de tarif et c'est pour ça qu'effectivement, on défend son prix et que quand on est indépendant, tout est compris dedans. Alors, voyons. L'organisation de votre journée type entre le travail et les enfants, Claire. Ouais, c'est très important en effet. Merci de poser la question. Alors, elle est simple. Moi, mes formations se font de 8 heures à 18 heures. Et du coup, quand j'ai des cours à 8 heures, je sais que c'est mon conjoint qui emmène les enfants à l'école, ou en tout cas la plus petite, et que du coup, le soir, c'est moi qui vais la récupérer. Donc, on a trouvé un équilibre de vie dans le couple et dans la répartition de l'organisation avec les enfants. Mais c'est vrai que, comme je disais pendant la conférence, moi, ça s'arrête à 18 heures. Et à partir de 18 heures, je reprends ma casquette de maman et je ne me consacre plus à mes activités professionnelles. Ça choque pas mal d'entrepreneurs quand je dis ça, qui ont l'impression de devoir s'investir H24. Mais moi, pour le coup, le soir et les week-ends, c'est consacré à ma famille et c'est un point très important pour moi. Alors, combien de temps, du coup, dans cette organisation représente la redéfinition de votre offre, l'écriture et l'envoi des newsletters? Alors, c'est une très bonne question, ça aussi. Alors, pour info, parce que je ne vous en ai pas parlé, moi, je ne travaille, entre guillemets, que 4 jours par semaine. J'ai testé ça pendant la première crise de pandémie du confinement. Je voyais que j'avais beaucoup, beaucoup de travail et que je commençais à être surmenée. Je me suis accordé une journée par semaine pour un peu plus de temps pour moi. Et du coup, le vendredi est ma journée un peu libre sur laquelle je peux me consacrer à ce travail d'écriture. La redéfinition de votre offre, on ne va pas le faire tous les mois, ça clairement, peut-être 1 à 2 fois dans l'année. Mais pour l'écriture, les réseaux sociaux, etc., moi, je sais que c'est la journée du vendredi qui est consacrée entièrement à ça. Parfait et enfin, alors attendez, 2 questions. Alors est-ce que vous êtes certifié Datadoc pour pouvoir former directement sans passer par c'est-à-dire pour pouvoir former et avoir les formations prises en charge? Alors, je ne suis pas datadockée, mais j'ai créé des partenariats du coup avec des centres de formation qui me permettent de faire passer mes formations sous les OPCA et sans problème de financement pour les entreprises en effet. Alors, une question de Pascaline. Quel est le seuil de revenu annuel brut nécessaire pour le statut d'auto-entrepreneur? Le seuil de revenu annuel brut nécessaire pour le statut d'auto-entrepreneur. Alors, en fait, Pascaline, c'est juste que c'est un seuil à ne pas dépasser pour rester dans la simplicité du régime. C'est ça. Mais bien les seuils de chiffre d'affaires qui sont ceux de l'auto-entrepreneur. Après, moi, je vous invite à les dépasser. Si vous les dépassez, tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne et vous passerez en entreprise classique. Quel organisme peut aider un nouvel entrepreneur à rédiger un contrat pour une prestation de service? Un avocat, un juriste. Et des sites internet. Moi, je sais que je me suis Oui, beaucoup appuyée sur aussi. Legal Start, sur des Qui plateformes sont qui vous liés, proposent ça directement en ligne. qui sont Et liés, qui ont voilà, simplifié en fait la gestion de ces contrats via des juristes en fait. C'est une équipe de c'est juristes qui est ça, derrière. c'est ça, c'est ça. Et donc sur internet, effectivement, on trouve beaucoup d'informations pour ça, hein. Une question de Gwendoline. Comment faire pour tester son projet lorsque la législation est plus stricte? Par exemple, une biscuiterie. Mmh. Donc, Alors, la législation est stricte effectivement dans les métiers de bouche, hein, en général, hein. Moi, je sais que, bah, j'ai passé mon CAP cuisine, donc je devais respecter certaines, règles, sanitaires, d'hygiène et cetera. Je pense que le statut d'auto-entrepreneur, il faut bien le réfléchir dans ce genre d'activité, notamment pour la gestion des frais, des charges et cetera. Mais ça permet de bêta tester quand même au départ, de se dire quelles sont mes contraintes,
Est-ce que je peux me permettre effectivement avec le statut d'auto-entrepreneur? C'est très facile à créer, c'est très facile à démonter derrière le statut d'auto-entrepreneur, hein, si vous voulez vite passer sur un statut de société par la suite. Le statut d'auto-entrepreneur, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment un tremplin à votre activité au départ. Donc, ça permet vraiment de pouvoir tester ses limites pendant X temps. Alors, je reprends la dernière question de Laure. Après, moi, je devrais vous abandonner, mais je peux vous laisser continuer s'il y a d'autres questions. Donc, Laure, vous expliquez qu'on ne peut pas monter 2 auto-entreprises. Peut-on néanmoins avoir des activités proches dans la même auto-entreprise? Par exemple, vous êtes graphiste. Peut-on imaginer que si, dans le monde audiovisuel, on peut avoir 2 entreprises avec une activité formation et une activité de tournage? Oui, Laure, en fait, Claire, elle a choisi effectivement de faire 2 structures distinctes, mais dans la même auto-entreprise, et c'est ça la particularité de l'auto-entreprise, vous pouvez avoir plusieurs activités qui peuvent ne rien avoir les unes avec les autres, sachant qu'il ne faut pas en faire 10 non plus, il ne faut pas brouiller le message pour ses clients, mais on peut très bien avoir 2 activités, par exemple, être moniteur de ski, parce qu'on habite dans les Alpes et que voilà, l'hiver, c'est sa compétence d'origine, et on parle 3 langues, et en fait, on est aussi traducteur, plus particulièrement le reste de l'année. En fait, ça peut n'avoir rien à voir. On peut aussi mixer une activité commerciale et une activité artisanale ou une activité libérale. En fait, voilà, on peut mixer les choses. Mais 2, 3 activités avec toujours une principale exercée et une ou deux autres qui peuvent effectivement venir se greffer. Voilà, c'est assez libre et assez à la carte en prenant soin d'être toujours, comme vous l'a dit Claire, bien organisé, bien structuré, voilà, de prévoir les aléas. Je dois vous abandonner, je vous laisse continuer, Claire. La question d'après est pour vous. Merci Monique. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. Belle journée sur le salon. Au revoir. Alors, pour répondre à la question de Séverine que j'avais vue passer un peu plus tôt, est-ce que j'ai des jours dédiés à chaque activité formatrice chef à domicile? Alors oui. Bon, il faut savoir que là, la pandémie a un peu mis à mal mon activité de traiteur chef à domicile. Donc, j'ai fait le choix difficile au début de la pandémie de mettre en sommeil mon activité de traiteur, histoire de pouvoir quand même la faire dans de bonnes conditions. Donc, je suis passée à temps plein sur mon activité de formatrice aujourd'hui. Mais avant la pandémie, j'avais effectivement 3 jours dans la semaine qui étaient dédiés à mon activité de formation et 2 jours qui étaient dédiés à mon activité de chef à domicile. J'avais une orientation B2B, c'est-à-dire que je faisais des prestations pour les entreprises. Donc, ce n'était pas toujours simple d'avoir un jour fixe pour l'activité de chef traiteur, mais il faut être agile dans ces cas-là et il faut effectivement avoir une certaine mobilité de planning et dire OK, le mardi et le jeudi, c'était mes jours dédiés à l'activité de traiteur. Si j'avais pas des prestations, je testais quand même des recettes, je faisais quand même des tâches liées à cette activité-là. Alors, créer sa page web, combien cela peut-il coûter environ, même si vous êtes graphiste, donc j'imagine que vous avez créé vous-même des éléments de cette page. Alors, Laure, en fait, créer sa page web, si vous faites appel à un prestataire extérieur, ça peut vite coûter pas mal d'argent, ça peut vite coûter 3 000 €. Moi, je sais que je n'avais pas envie d'investir et j'avais surtout envie de tester et d'apprendre un nouveau sujet sur le web design, puisque je n'étais pas experte sur le web design. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des CMS, c'est-à-dire des sites internet qui vous permettent de créer très facilement un site sans avoir à être fort en code et en développement. Moi, j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Squarespace, qui a des templates en plus magnifiques. Ça m'a permis d'avoir un site internet avec le design que j'aimais. Et il en existe plein, hein. Vous avez WordPress, vous avez Wix, vous avez Squarespace. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aide mes clients sur Squarespace parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs qui existe sur le marché. Alors, dernière question, peut-on s'associer entre 2 entrepreneurs? Alors, oui. Alors, c'est dommage que Monique soit partie parce que c'est l'experte sur le statut d'auto-entrepreneur pour ça. Donc, c'est vrai qu'une association en bonne et due forme, quand vous êtes en auto-entreprise, elle ne se formalise pas de la même manière que quand vous avez une société, où là, du coup, quand vous allez créer les statuts de votre société, vous allez clairement indiquer les associations qui se passent entre les personnes et les actions, les parts qui sont réparties entre les associés. Sur un statut d'auto-entrepreneur, je pense que ça va être plus de l'ordre de l'informel, c'est-à-dire que chacun va avoir son statut d'auto-entrepreneur.
mais vous allez pouvoir vous répartir les tâches. J'accompagne notamment une community manager qui s'est associée avec une amie qui elle aussi est auto-entrepreneur, qui elle est plus sur une partie de branding, de coaching d'image d'entreprise. Donc voilà, ça va être informel en fait, hein, ça ne va pas être dans des statuts clairement indiqués comme dans une société, mais vous pouvez avoir effectivement des associations qui se passent entre auto-entrepreneurs. Merci en tout cas pour toutes ces questions complémentaires. J'espère que mon témoignage vous aura aidé. Je vous invite donc, pour avoir un peu plus d'informations, à lire mon livre « Je suis une slasheuse ». J'espère qu'il vous aidera à vous lancer si vous n'êtes pas encore lancé et à faire évoluer vos entreprises si vous êtes déjà lancé. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'imagine que vous allez avoir d'autres conférences dans le salon. Donc au plaisir de vous rencontrer en vrai. À bientôt.